Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 21 au 29 septembre 2025, la première phase de la première lune d'automne nord printemps sud, donc qui comprend l'équinoxe et qui se produit donc avec une éclipse partielle de soleil, donc cette nouvelle lune est l'occasion d'une éclipse partielle de soleil qui concerne l'Antarctique, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, et qui est intéressant de considérer tout de même, et qui fait suite à l'éclipse de lune qui a eu lieu pour la pleine lune du 7 septembre, et elle était visible pour ceux qui ont pu la voir en France. Dans le dernier article en ligne, donc référez-vous au bulletin précédent et l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Eh bien, j'ai mis quelques photos que nous avions regardées ensemble à ce moment-là de cette éclipse de lune. Donc là, nous arrivons sur l'éclipse, enfin non, plutôt, nous partons de l'éclipse de soleil qui a donc lieu le 21 pour la nouvelle lune. La nouvelle lune, donc dimanche 21 à 21h53. Et premier quartier le mardi 30 septembre, en fait, à nos montres, à 1h53. C'est en temps universel, c'est le 29 septembre à 23h53. Et donc, à nos montres, c'est le 30 septembre en France métropolitaine à 1h53. Voilà, c'est donc la première phase d'une toute nouvelle lunaison. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, toutes des petites gouttes d'eau importantes qui permettent à l'almanach des faits célestes, anciennement la cagouille céleste, et encore avant le éphémero, le petit éphéméride astronomico-logique d'Eurocastre, et bien de continuer son chemin qu'il a commencé il y a déjà 18 ans, en 2007, par une petite lettre, simplement une petite newsletter, et puis qui est devenu, et bien ensuite un article, et puis ensuite un article et une vidéo, une double vidéo même, puisqu'elle est assortie aussi des commentaires astrologiques dans la deuxième vidéo. Donc, moi, mon job, ma mission, c'est de travailler dans l'astronomie et en astrologie, chercheur indépendant dans ces deux disciplines depuis 40 ans. Je, je fais la découverte avec mon collègue Gilles Roy du Soriastre et j'œuvre depuis à recoudre le lien entre les deux hémisphères de la mère des sciences, l'astronomie, astrologie, et donc par la même occasion de notre cerveau et de nous brancher les pieds sur terre, la tête dans les étoiles pour de vrai. Voilà pourquoi nous commençons toujours par ce bulletin astronomique qu'allons-nous pouvoir voir cette semaine et savoir ce que nous ne voyons pas. Donc c'est parti, je partage avec vous le résumé de cette semaine super charnière, super importante en événements célestes. Allez, je chausse mes lunettes. Donc, c'est la première phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, de la nouvelle lune le 21 septembre à 21h53, 19h53 temps universel, au premier quartier le 30 à 1h53, soit le 29 à 23h53 en temps universel. La Lune, donc, tout d'abord, eh bien, elle passe à son nœud descendant dimanche 21, puisqu'il y a éclipse partielle de Soleil, c'est que le Soleil, la Lune et la Terre, ou Terre, Lune, Soleil, sont dans le même plan. La Lune se trouve donc, ça veut dire la Lune se trouve à peu près dans le plan de l'écliptique, donc à l'un de ses nœuds. Elle était au nœud ascendant pour l'éclipse de Lune, à la pleine Lune. Elle est au nœud descendant pour cette éclipse de Soleil. Donc, je vais peut-être partager de suite avec vous le tracé de la visibilité de l'éclipse de soleil. Voilà, c'est ici. Donc, vous voyez les zones concernées. Donc, une partie de l'Antarctique, une toute petite frange de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est l'éclipse du Saros 154. J'ai un peu développé cette histoire de Saros dans le bulletin précédent. Donc, ce sont les séries d'éclipses qui se déclinent sur 1000, 2000 ans et qui se reproduisent
tous les 19 ans à peu près, là, au même degré du zodiaque, donc tout en décrivant successivement des tracés sur le globe terrestre. Donc, voilà, c'est le début c'est un nouveau Saros qui a commencé en 1917 et c'est la dernière éclipse partielle de la série, car les Saros commencent toujours par une série d'éclipses partielles, puis des éclipses totales. Voilà, j'en profite pour dire que la prochaine éclipse de soleil aura lieu le 12 août. Pas celle, il y en aura une le 17 février et une autre le 12 août 2026 qui sera visible dans le nord de l'Espagne. Et nous entendons bien aller en profiter avec Loïc et toute l'équipe, peut-être Didier, si ça vous branche, on organise un voyage. Donc, à partir de cette nouvelle lune, dimanche 21 septembre, à 21h53, nous allons suivre la Lune. Et donc, elle est passée aussi en déclinaison sud, puisque nous sommes au degré équinoxial, à savoir 30e degré du signe de la Vierge, donc juste avant l'entrée de la Lune en balance, dimanche 21, 23h40, qui sera suivie par celle du Soleil en balance, lundi 22 à 20h18. Donc, il rentre dans le signe de la balance, c'est l'équinoxe quand il est à 0 degré balance, et c'est le repère de base, c'est l'équinoxe 0 de septembre, 0 degré bélier, c'est l'équinoxe de mars, 0 degré cancer, c'est le solstice de juin, 0 degré capricorne, c'est le solstice de décembre. Et autour de ce cadre, eh bien, on voit défiler les étoiles lentement au fil des millénaires, qui servent de repère. Donc voilà, bon, alors je reviens sur la Lune. Donc, en plus, elle est conjointe à Mercure lundi 22, donc à cette toute nouvelle lune, conjointe à la petite Mercure dans le 8e degré du signe de la Balance devant la constellation de la Vierge. Je continue avec la lune et c'est son premier croissant, mais c'est pas visible, hein. Le premier croissant n'est visible que le 23 au soir, donc peu après le coucher du soleil, comme la lune est basse en déclinaison, vous voyez, elle descend, hein, elle passe à son descendant, c'est-à-dire qu'elle descend en latitude et elle passe en déclinaison sud, ça veut dire qu'elle passe, elle descend en déclinaison et donc plus on va aller, plus elle va être bas, plus elle va culminer bas dans le ciel et le premier croissant est déjà bien bas, ce qui fait qu'il a beau se produire 46 heures après la nouvelle lune, il soit déjà de 3,5%, eh bien, il se couche même pas 25 minutes après le soleil et il est bien bas sur l'horizon pour être repéré. Et en plus, il est conjoint à l'étoile Spica, qui a beau se trouver au nord de ce croissant qui est invisible, sauf si vous donnez avec des lunettes infrarouges. Ensuite, la Lune entre Spica marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 25e degré du signe de la Balance. Puis, donc, le mercredi 24 septembre, la Lune entre dans le signe du Scorpion et elle est conjointe à Mars à 13h55, à la planète Mars, qui elle aussi est dans le couchant, se couche très peu de temps après le Soleil et devient un vrai challenge à observer, même depuis le mois d'août. Bon, néanmoins, peut-être que la présence du croissant de Lune un peu plus affirmée que la veille, Mars étant au nord, au-dessus, donc pour nous, du croissant, peut nous permettre d'espérer, avec des jumelles, un horizon parfait et très bien dégagé, de voir ce très délicat spectacle. Alors la Lune descendant en déclinaison, elle sort des limites zodiacales sud, vendredi 26 à 11h37, blablabla. Elle descend, et ce même vendredi 26 septembre, à 11h53, elle est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre. Elle entre ensuite dans le signe du Sagittaire à 23h37 et elle est conjointe à l'étoile Antares du Scorpion. Elle passe même en dessous de l'étoile. Il y a une occultation d'Antares, c'est la 26e ou 27e d'une série d'occultations d'Antares par la Lune. La Lune étant dans ses plus basses déclinaisons, car elle est proche de sa plus basse latitude en ce moment, et ça va se relâcher. Mais ça fait qu'en ce moment, quand elle est conjointe à Antares, eh bien, elle est devant la constellation du Scorpion et elle peut occulter l'étoile, et elle passe même en dessous de l'étoile. Donc, là, ensuite, la Lune atteint sa latitude minimale dimanche 28
à 12h21, le ventre du dragon. Et puis sa déclinaison minimale lundi 29 à 7h59, donc 28 degrés 36 minutes, en dessous du plan de l'équateur, soit 5 degrés plus au sud que le soleil au solstice de décembre. C'est-à-dire qu'elle culmine, elle passe au zénith, à sa culmination pour les lieux situés à 28 degrés 36 minutes de latitude sud, plus bas que le tropique du Capricorne. Donc. Et donc la Lune entre dans le signe du Capricorne le 29, lundi 29 à 11h54. Et puis, c'est son premier quartier, mardi 30 à 1h53, donc en heure de nos montres, dans le 8e degré du signe du Capricorne, le soleil étant dans celui de la Balance. Alors, on va reprendre maintenant parce que c'est pas le tout. C'est assorti de lourdes planètes qui se trouvent justement à l'opposition du Soleil, c'est-à-dire Saturne et Neptune. Je bois un petit coup de potion magique et c'est reparti avec mes clous de girofle, mes cannelles, clous de girofle, cannelle, gingembre et anis étoilé pour adoucir le tout. Alors, au moment de l'éclipse de soleil et la nouvelle lune, donc, c'est le moment aussi de l'opposition Soleil à Saturne, dans le 28e degré du signe des Poissons, Saturne étant rétrograde. Ah, je vois que je peux grossir un peu mon image. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Regardons la fiche. Donc, opposition Soleil-Saturne, dimanche 21 à 7h45, 29e degré du signe de la Vierge pour le Soleil, Poisson pour Saturne. Et donc Saturne au périgée, car quand une planète est à l'opposition du Soleil, elle est au plus près de la Terre, puisque c'est nous la Terre pour les planètes extérieures. C'est Soleil, Terre, planète, donc là, Saturne. Donc bah, évidemment, on est au plus près qu'on puisse être de l'année de Saturne. C'est son périgée à Saturne. Donc Saturne au périgée, puis la nouvelle Lune, puis la Lune entre dans le signe de la Balance, et puis c'est le Soleil qui entre. Et puis, le Soleil est opposé à Neptune le lendemain, mardi 23 à 14h53. Et donc, c'est dans le premier degré du signe de la Balance pour le Soleil et du Bélier. Pour Neptune, voilà donc la charge de cet équinoxe avec ces deux planètes lentes. Alors voilà pour Saturne et Neptune qui donc sont par la même occasion au périgée. Et puis en plus, Saturne atteint sa latitude minimale, voilà, elle remonte légèrement, elle remonte lentement en déclinaison, ou elle redescend, je ne sais plus. Enfin bon, elle navigue en déclinaison sud, que dis-je, en latitude sud. Et elle remonte, elle descend. Pour tous les détails, reportez-vous à l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Et ainsi, vous pouvez suivre semaine après semaine la vie des planètes. Elles montent, elles descendent en latitude, en déclinaison, dans le plan en en géocentrique, en héliocentrique. Et donc, vous commencez comme ça à sentir leur vibration propre pour de vrai, physiquement, avec toutes les données et tous les angles sous lesquels on peut les aborder, à savoir leur visibilité, leur position donc par rapport au Soleil, du coup, et puis je vais dire, voilà, leur repérage dans le plan écliptique, leur repérage dans le plan équatorial, savoir si elles montent, si elles descendent, si elles se rapprochent, si elles s'éloignent. On respire. Voilà. Et donc Saturne qui est rétrograde revient devant la constellation du Verseau. Elle s'était aventurée devant celle des Poissons, mais en raison de sa rétrogradation, elle revient devant la constellation du Verseau jusqu'au 15 janvier 2026. Elle aura repris son mouvement direct le 28 novembre, dans le 26e degré du signe des Poissons, et donc reviendra devant la constellation des Poissons ensuite pour un bon moment, avec parce que son mouvement sera direct et après ses rétrogradations ne le ramèneront plus jusqu'à la constellation du Verseau. Alors à part ça, Neptune, eh bien voilà, elle est à l'opposition du Soleil le 23.
dans le premier degré du signe du Bélier, donc au point équinoxial. Et puis Uranus est à sa latitude minimale lundi 29 à 14h14. Et puis nous avons en héliocentrique, ben, il y a deux planètes qui se trouvent dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire à leur nœud, elle aussi. C'est Mars, à qui ça n'arrive qu'à peu près une fois par an. Oui, elle passe à son nœud descendant, donc elle passe en latitude écliptique sud mardi 23 à 14h18 en géocentrique, toujours dans le 20e degré du signe du Scorpion. Et à la même heure en géocentrique, mais elle est, du point de vue géocentrique, dans le premier degré du signe du Scorpion. Ça, c'est variable. Et puis, nous avons également Mercure, qui passe aussi à son nœud descendant, juste après le premier quartier, mardi 30 à 4h39. Et donc, Mercure, c'est un mois et demi en sud, un mois et demi en nord. Donc, elle est dans le 19e degré du signe du Scorpion en héliocentrique, invariable. Et ça se passe dans le 20e degré du signe de la Balance en géocentrique, pas tout à fait à la même heure, à quelques minutes près. Donc, à part ça, eh bien, la durée du jour, eh ben, elle est égale à celle de la nuit, le 22 septembre pour l'équinoxe. Et pour nous, dans l'hémisphère nord, les jours diminuent. Je vais faire un petit topo sur le signe de la Balance dans les commentaires astrologiques. Donc la Lune passe de la constellation de la Vierge à celle du Sagittaire, et dans ces cas-là, effectivement, elle descend en déclinaison et elle culmine de plus en plus bas dans nos cieux de l'hémisphère nord. Les planètes, donc, Mercure est maintenant du soir, mais on ne la verra pas. Elle va rester bas, elle descend elle aussi en latitude en plus, donc en dessous du plan de l'écliptique. Elle a beau avoir une certaine élongation déjà vis-à-vis du Soleil depuis sa conjonction inférieure qui a eu lieu le 13 septembre, si je ne m'abuse. Ouais. Eh bien, on ne peut pas la voir. Il y a aussi Mars dans le ciel du soir, très peu de temps après le coucher du Soleil, qui peut-être, vous arriverez à la voir au-dessus du croissant de Lune du 24, voilà, du mercredi 24. Et puis, par contre, ben, nous avons donc Neptune et Saturne qui se lèvent quasi simultanément aux alentours de 19h35 et qui sont donc en phase de pleine Saturne, pleine Neptune. Donc, elles se lèvent quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. Donc, on en profite avec Saturne qui, de son mouvement rétrograde, revient devant la constellation du Verseau avec un instrument bien entendu pour Neptune, mais en ce tout début de lunaison, avec une lune qui se couche tôt, toute la semaine elle reste presque jusqu'au premier quartier très favorable pour observer Neptune. Ensuite, de plus en plus tôt également, se lève Uranus aux alentours de 22 heures, qui est tout près des Pléiades, tout petit peu en dessous. Et puis Jupiter aussi se lève de plus en plus tôt, maintenant aux alentours de 1h30 du matin, et Vénus, elle, par contre, toujours dans le ciel du matin, se lève de plus en plus tard. Elle est là à peu près 2 heures avant le soleil, c'est tout. Ça va s'étirer un petit peu encore. Quand elle est là, on la voit bien. Voilà, alors aussi la Lune est conjointe à Junon, les astéroïdes Junon et Vesta, le 26, le 27 septembre, ainsi qu'à une autre moins connue, 29 Amphitrite, qui a l'occulte. Voilà, pas pour chez nous. Phénomène des satellites de Jupiter, avec des passages d'ombre simultanés de Ganymède et Io, non, transit simultané de Ganymède et Io, le 29 au matin. Bon, bref, beaucoup de choses à observer. Quelques étoiles filantes, les Piscides, les sextantides de jour, donc en toute fin de nuit, dans le sextant, c'est-à-dire sous le lion, et les taurides sud qui durent 2 mois et demi même, et donc qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Ah, les calendriers aussi ce mois-ci, cette semaine. Il y a 2 nouvel an de calendrier dans la semaine, toujours autour de l'équinoxe de septembre. Ben, il y a le calendrier républicain, c'est le 22 septembre, c'est le jour de l'an, le premier vendémiaire, donc toujours le 22 septembre, et c'est de l'an 234 du calendrier républicain. Voilà. Et c'est aussi le 23 septembre, le premier Tishri de l'an 5786. C'est le calendrier juif.
donc qui démarre il y a fort longtemps, comme vous le voyez, nous sommes dans l'an 5786. Et même, vous pouvez tenter, si vous êtes dans le sud de la France, ensuite, je saute du coq à l'âne, après les calendriers, je passe sur Sirius, de la voir aux jumelles 2 jours aux alentours de 8 heures du matin, alors qu'elle culmine. Et bien, comme c'est l'étoile la plus brillante du ciel, et voilà, vous pouvez tenter de la voir aux jumelles. Bon. Et le croissant primeur de cette lunaison. Et pour Madagascar et la Réunion, on vous souhaite bien du bonheur, les amis. C'est vous les porteurs de lumière de cette lunaison, les premiers allumeurs de la première phase de la lunaison. Alors maintenant, allons sur Stellarium un petit peu pour voir ce que nous allons voir. Alors là, nous sommes le 29, le Soleil est conjoint à la Lune, vous voyez, et donc haut dans le ciel, on va avancer d'heure en heure. Voilà, on passe l'heure de la nouvelle Lune, qui est à peu près au coucher du Soleil, et l'heure de l'éclipse, donc qui se produit, nous avons dit, un maximum de l'éclipse à 21h43, le 21. Voilà. Bon, donc pour nous, le soleil est couché, il n'y a rien à voir. Donc l'éclipse, elle est pour ceux qui sont en Antarctique, en Nouvelle-Zélande, et voilà, entre ces deux zones. Donc début de nuit, pas de lune, donc, puisque c'est la nouvelle lune. Et en tout début de nuit, tournons-nous vers l'ouest. Je suis déjà au nord, d'accord. Voilà. Et à 21h44, alors je peux revenir 1 heure en arrière parce que la nuit commence plus tôt. Voilà, au crépuscule, quand le soleil vient de se coucher, voilà où se trouve Mars, à l'ouest-sud-ouest. Et donc nous allons le voir, on va avancer de 2 jours. Premier jour, le 22, je vais mettre sur Mars. Vous voyez l'étoile Arcturus, hein, au-dessus, c'est elle qu'on verra en premier. Et ici, Antares du Scorpion, plus exactement ici. Voilà, donc sud-sud-ouest, ou plutôt ouest-sud-ouest, Antares du Scorpion, et non, sud-sud-ouest et ouest-sud-ouest. Pour Mars, ici, donc le 22, le 23, le 24. Voilà le jour où elle est conjointe à la Lune. Déjà. Vous voyez comme la Lune elle va se coucher tôt, même au 4e jour. On la verra encore difficilement. Or, le premier croissant visible, c'est le 23. Là, je vous ai mis sur le 24, le jour de sa conjonction à Mars. Vous voyez le fin croissant de Lune sur lequel le Soleil se lève. Quand la Lune est croissante, nous voyons le Soleil se lever sur la Lune. Donc voilà pour le tout début de nuit. 60 de champ, voilà. Et on va avancer un peu plus dans la nuit. Donc en début de nuit, Antares va se coucher. Voilà, Arcturus va se coucher. Je mets les noms. Et tournons-nous vers le sud. Qu'est-ce qui passe au sud? Le Sagittaire, ça y est, il est passé. Il va se coucher. Le Capricorne arrive à sa culmination. Et c'est Altaïr de l'Aigle qui, 21h22 ici, là, qui culmine. Donc, on cherche également Vega et Deneb du Cygne, le grand triangle de l'été, qui passe donc au méridien en début de nuit. Tandis que du côté de l'Est, on voit déjà bien Saturne avec, avec Neptune, je grossis tout de suite. Hein. Donc les poissons, ici, Neptune et Saturne sont... Alors Neptune est devant les poissons, voilà où se trouve la frontière entre les deux. Et Saturne, avec son mouvement rétrograde, donc de jour en jour, revient maintenant devant le Verseau. Voilà, c'est une question de frontière. On était le 24. Voilà, Neptune et Saturne. Alors profitez-en pour regarder Neptune. Donc on repère Saturne facilement. Et Neptune, on l'a presque dans un alignement Saturne avec cette étoile qui est de magnitude supérieure à celle de Neptune.
voilà, 6,3, tandis que Neptune est de magnitude 7,7. Elle est au mieux de sa forme, puisqu'elle est à l'opposition au périgée, donc au plus près de la Terre. Et Saturne, mais bon, c'est vraiment la bonne période pour observer ces deux magnifiques planètes. Je vous mets un petit coup de Saturne avec ses anneaux. Il n'y a pas de photos dans ma collection de la semaine. Voilà, et ces nombreux satellites. Les anneaux qui sont très, 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 très fins en ce moment, vont pratiquement disparaître. Déjà, c'était le cas au printemps, c'était le moment où elle passait à son équinoxe, Saturne, et donc plus de le Soleil dans le plan des anneaux, on voit plus les anneaux, mais on voyait, c'était le moment de sa conjonction au Soleil, donc on voyait pas Saturne non plus. Donc à l'est, en début de nuit, s'élèvent les Poissons sous Pégase et Andromède. Voilà les beaux spectacles du côté de l'est. Et au nord, ben, nous avons Capella du Cocher qui remonte le nez, tandis que je me tourne bien vers le nord. Voilà, tandis que, alors ici, l'étoile polaire qui ne change pas de place dans le ciel. En début de nuit, la grande ours descend sur l'horizon, elle va se poser, se coucher. Tout en haut, nous avons le dragon, la tête du dragon, tout là-haut, là-haut. Je pointe, voilà, on voit le zénith. Ici, c'est le cygne qui passe au zénith en début de nuit, l'étoile Phawaris du cygne en début de nuit, mais vraiment au-dessus de notre tête quand on est à la latitude où je suis, 44-30 à peu près nord. Voilà, alors, on va faire tourner la nuit. Donc, j'affiche l'heure. Voilà. Donc, au cours de la nuit, là, il est 21h30, 22h30. Vous voyez, la grande ours descend, on voit le ciel qui tourne autour de l'étoile polaire. 23h30, elle se trouve à raser l'horizon, tandis que ses fées culminent. Le dragon et la petite ours sont à gauche. Quand on regarde vers le nord, on peut dire à 9h, et Persée est à 3h. La grande ours est à 6h et ses fées est à 12h. Donc là, il n'est pas encore le minuit vrai, 0h32, 1h32. Le minuit vrai est à 1h47, je crois. Voyons, c'est marqué là. 41, 41. Ah oui, l'équation de temps elle se décale beaucoup vers le matin. Donc 1h41, c'est l'heure du minuit vrai. Voilà où on en est au minuit vrai. La grande ours remonte vers à droite et donc remonte et pointe son museau vers le haut. La petite ours et le dragon descendent et Cassiopée arrive à sa culmination. À l'ouest, on voit disparaître ce qui culminait en début de nuit, à savoir le grand triangle de l'été, Vega Deneb et Altaïr. Au sud, en milieu de nuit, culmine, on voit même, alors le sculpteur, on voit même le phénix qui rase notre horizon, enfin on le voit pas. Juste parce qu'en fait, il m'enlève les mots de la bouche pour les pavoisements ukrainiens, israéliens, tout de lieu. C'est rallumé un truc que je n'avais pas demandé. Je me suis dit, tiens, j'ai un nouveau participant. Donc, regardez plutôt Saturne qui culmine en milieu de nuit et Neptune, puisqu'elles sont à l'opposition du Soleil, sous le grand carré de Pégase, et les poissons qui forment un V, donc, dans cet angle de Pégase, en dessous d'Andromède. Et si vous arrivez à voir des étoiles du sculpteur, ben, c'est que vous avez un bel horizon sud. Vous êtes déjà bien au sud, en France. Et si vous voyez raser, si le phénix rase votre horizon, voilà, vous êtes les rois du ciel, peut-être au pic du midi. Alors, à l'est, en milieu de nuit, s'élève Orion. Voilà, Orion est pratiquement levé. Il manque quand même Bételgeuse. Non, ah bah non, c'est elle, Bételgeuse. Hein, c'est celle du haut pour nous. Rigel va apparaître et Jupiter est en train de se lever devant la constellation des Gémeaux, Castor et Pollux. En dessous de Capella du Cocher, la très brillante. Et puis, donc, les trois mages d'Orion en dessous d'Aldébaran du Taureau, eux-mêmes en dessous des Pléiades, à côté desquelles se trouve Uranus. Uranus par là, voilà. Et donc, pareil que pour Neptune, c'est un moment de rêve pour observer Uranus, qui n'est pas encore à l'opposition, elle, ce sera en octobre.
mais qui devient fort intéressante bon, à partir de minuit. Donc, on va continuer à regarder ceux qui se lèvent dans la nuit à l'est. Donc, on voit Orion qui s'élève, Sirius, enfin non, ça c'est Procyon, et Sirius du grand chien, voilà, Procyon du petit chien et Sirius du grand chien à 3h40. Donc, Jupiter et Vénus qui se lèvent, ben voilà, 5h41, là il est sur à ce jour. Voilà, donc on va observer peut-être un petit peu la Lune, voilà la fin de nuit. La fin de nuit, donc Vénus est devant la constellation du Lion. Et on voit s'élever le Lion, quand on se tourne vers l'Est, on voit s'élever le Lion et au-dessus de lui, à gauche, la Grande Ourse. Et au-dessus de lui, à droite, les Gémeaux. Voilà, alors revenons un petit peu sur la Lune en cette lunaison. Donc on va la voir du côté de l'Ouest. Je suis allé trop loin. Voilà, là nous sommes le 25. Alors, je vais revenir fin de nuit. Enfin, pardon, en début de nuit. Donc le 24. À 21h30, la Lune est déjà couchée. Bon sang de bonsoir. Elle se couche tôt, hein. Donc, à une heure plus tôt, 20h41, elle est déjà le 24, c'est le jour où elle est conjointe à Mars, on reprend là. Elle, à 20h30, elle se couche. C'est ça? Oui. Donc, le lendemain, en croissant un peu plus gros que la veille, elle se couche chez moi à 20h53. Donc, elle ne dure pas bien longtemps non plus. Elle est devant la constellation de la Balance. Elle est vraiment pas. Elle va pas être une gêne pour l'observation du ciel profond. Le 26, elle se couche à 21h21. Elle prend un petit peu, quand même, un tout petit peu plus de présence, mais c'est modeste. Elle s'approche d'Antares, elle est très basse en déclinaison et en latitude, vous voyez, par rapport en dessous du plan de l'écliptique. Le 27, ah mince, ça va trop vite. Le 27, la voilà conjointe à Antares. Donc, on va avoir Antares sous la Lune, au-dessus, pardon, de la Lune sous Antares. Donc, déjà, 20h41, déjà sur le couchant, hein, au sud-ouest. Le 28, elle arrive devant la constellation du Sagittaire. Et le 29, la voilà devant le Sagittaire. Et donc, comme ça se passe dans la nuit du 29 au 30, ben non, là, c'est un peu trop. Le 30 au soir sera là pour la semaine prochaine. Le prochain enregistrement aura lieu donc vendredi 26 septembre. On va passer au vendredi. Bon, je vous souhaite une très très bonne semaine. On arrive au premier quartier, oui, c'est ça, de Lune, donc devant la constellation du Sagittaire, avec une Lune assez petite car elle est à l'apogée. Le Soleil se lève sur la Lune. On repère le célèbre trio de cratères, Théophilus, Cyrillus et Katharina. Non, je ne crois pas que c'est eux. Je vous les montre, c'est plutôt eux, là. Je vous les montre dans les images qui suivent. Je partage donc avec vous les images que j'ai sélectionnées. Et ensuite, ben, on va se quitter. Vous trouverez tous les détails, parce qu'évidemment, encore une fois, je n'ai pas le temps de vous faire trop le point de l'actualité spatiale, mais je vous ai fait ma petite revue de presse dans l'article, et voilà quelques images qui complètent. Donc, l'éclipse de soleil, tracée de la bande de visibilité, la bande de centralité de l'éclipse de soleil. Ça, c'est le continent antarctique, hein, et ça, c'est l'Australie. Et ça, c'est la Nouvelle-Zélande. 21 septembre, donc. Magnifique composition photo de, entre guillemets, analemne lunaire. C'est Didier Massoul qui m'a envoyé cette photo. C'est fait en Turquie par un. Il aime bien faire des compositions comme ça, mais vachement intéressantes. Et donc, pendant 2 mois, la Lune, pendant 2 mois, on voit donc sa variation de phase, hein, de croissant à pleine Lune. On voit ses variations de hauteur. Et donc, voilà, chaque soir, pendant 2 mois, il y a donc 2 lunaisons comprises dans cette photo. On voit les variations de hauteur et d'azimut pour toujours viser dans la même direction. Magnifique composition. Le Soleil, dont l'activité est quand même toujours assez, assez importante, hein, même
Il y a eu un gros max, après ça a décru. Là, en ce moment, c'est pas mal. Donc, activité solaire. Vous voyez les tâches, c'est dans la bande K du calcium, l'arrêt spectral K du calcium, par un spécialiste de cette photo. Ici, la galaxie d'Andromède, c'est tellement un classique, mais j'ai pas pu résister à vous la mettre parce que je la trouve vraiment bellement réussie, cette photo. Donc, qu'on trouve dans la galerie d'AstroSurf, des photographes amateurs. La fameuse comète qui fait tant jaser 3i Atlas, donc objet interstellaire, est-ce une comète ou est-ce autre chose? En tout cas, on lui voit bien une queue maintenant, ici photographiée par Michael Jager et je ne sais plus comment il s'appelle, Rayman, en, en Namibie. Ben voilà. Encore une autre photo, toujours par Michael Jager. Mais là, on fait le point sur la comète et donc on voit les étoiles qui défilent. Vous voyez le filet d'étoiles et donc la comète, on voit bien sa coma. Donc c'est pour mettre en évidence la coma, c'est-à-dire la nébulosité autour de la comète. Et alors, il y a quand même beaucoup d'actualités sur cette comète qui, bon, elle produit une coma verte comme beaucoup de comètes, mais néanmoins, le rapport des éléments n'a rien à voir avec celui qu'on a habituellement avec les comètes. Il y avait au départ un problème avec sa queue, elle n'était pas dans la bonne direction par rapport au Soleil. Pareil, vous suivez ça dans l'article, j'ai mis tout ce que j'ai pu trouver et traduire pour qu'on soit bien éclairé en France sur le sujet, parce que c'est le genre de sujet sur lesquels, mais ça dérape, ah, ça y est, un vaisseau extraterrestre, peut-être. Attendez, les gars, les amis, on fait le point. Les bons photographes prennent des photos, ça, c'est pas des tricheurs, ceux-là. Et puis, il y a toutes les analyses qui peuvent être faites et qui apportent des éléments. Et après, ben, on se pose des questions. Voilà. Voilà encore une autre photo. Non, ça c'est une autre comète. Alors ça, c'en est une qui vient d'apparaître de derrière le Soleil. On ne l'avait pas vu venir celle-là. Et elle est assez brillante, limite visibilité à l'œil nu, à magnitude 6. Voilà, autre chose, la mission japonaise Hayabusa 2 qui vise à s'arrimer sur un petit astéroïde. On est en train de se rendre compte que l'astéroïde est encore bien plus petit que prévu, 3 fois plus petit, et qui tourne sur lui-même en 5 minutes. Donc le challenge de se poser dessus devient hyper plus complexe que prévu. Voilà, en une autre galaxie, donc c'est NGC 7331, dans la constellation de Pégase, avec le quintet de Stéphan, un groupe de galaxies célèbres des astrophotographes. Très très belle photo de galaxie, donc c'est sélectionné pour vous. Et ça, c'est la nôtre de galaxie, cartographiée par le télescope spatial Gaia, qui permet donc qui a traversé les nuages de poussière interstellaire et puis détecter vraiment la position des étoiles dans la galaxie. Ici, dans le petit cercle au milieu, il y a nous, le Soleil. Voilà. Et tout le reste, c'est notre galaxie. Et ce faisant, ils ont imagé des zones de formation d'étoiles avec de l'hydrogène ionisé. Voilà. Je m'arrêterai là sur ce berceau d'étoiles imagé par le télescope spatial Gaïa dans notre galaxie. Et je vous souhaite, je reviens vers vous. Maintenant, je reste avec cette belle image. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Donc, prenez franchement un nouveau départ, hein. Appréciez le croissant de lune, il va être très très discret. Et ben, appréciez le ciel, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Je vous aime, merci. À la semaine prochaine.